Merci pour cette magnifique rétrospective, magnifique souvenir. Je voudrais maintenant inviter notre prochain orateur, Monsieur Jean-Louis Jafféry, ancien président du Comité français de géologie d'ingénieurs, qui va nous faire une présentation, Pierre Dufaux, de l'épopée hydroélectrique de l'électricité de France à la mécanique des roches et à la diffusion du savoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter rapidement, disons, un peu la carrière de Pierre Dufaux dans le cadre de l'épopée hydroélectrique d'EDF, dans lequel il a apporté une contribution majeure. Donc Pierre Dufaux était né en 1924 et il est décédé donc en 2020. Il a été à l'école primaire à Bord-les-Orgues, où son père était, disons, chef d'aménagement du barrage de Marège sur la Dordogne. Il accompagnait son père dans le cadre de ses visites de chantier. Ensuite, il a été à l'école des mines de Saint-Étienne de 1945 à 1948. C'est là où il est rentré en 1948 à EDF, Électricité de France, qui venait de créer le service géologie, donc où il a été de 1948 à 1977. En 1977, il a été détaché au Berghem jusqu'en 1981. De 1981 à 1982, il était à l'École nationale des ponts et chaussées, dans le cadre de cours. Et ensuite, en 1982, il a demandé sa mise à la retraite. Et là, il a poursuivi une carrière d'enseignant, d'expert et de conférencier. C'est là où il a aussi, donc, à la fin de sa carrière, coordonné le manuel de mécanique des roches du CFMR. Pour plus de détails, disons, sur la carrière de Pierre Dufaux, je voudrais signaler la publication dans le cadre de la revue des tunnels et ouvrages souterrains sous un article coordonné par Jean Pirot, publié en fin 2020. Également, un hommage lui a été rendu dans le cadre de l'Assemblée générale du Comité français de barrages et réservoirs par Bernard Gogel en janvier 2021. Donc notre ami Pierre Dufaux, qui était né le 7 octobre 24 et qui s'est éteint donc à l'âge de 95 ans le 11 septembre de l'année dernière, il avait contracté très tôt le virus des barrages en accompagnant son père Joseph Dufaux, qui était directeur du chantier de construction du barrage de Marège, barrage voûte haute 90 mètres sur la Dordogne, et dont le concepteur était André Cohen. Ici, une photo où on voit Pierre Dufaux sur le barrage du Lanoux, on reviendra tout à l'heure, en 2014, où il avait encore bon pied, bon oeil. Le barrage du Lanoux, sur la gauche, ici, c'est un barrage voûte de 45 mètres de haut. Et une photo, disons, du site, sur le site de Malpasset, où il accompagnait régulièrement, annuellement, des jeunes étudiants pour leur expliquer, disons, les raisons, disons, de la catastrophe de Malpasset, notamment. Ma première rencontre avec Pierre Dufaux a eu lieu lorsque j'étais en deuxième année à l'école de géologie de Nancy en 1969, et où il présentait, disons, la thèse qu'il avait suivie, qu'il avait initiée, de doctorat de Philippe Mazure sur le comportement des roches et anisotropie planaire, dans le cadre d'un projet de la station de transfert d'énergie par pompage de Revin et ensuite de Grand Maison. C'est une thèse qu'il avait initiée au sein du service géotechnique d'EDF avec d'autres thèses, dont celle de Jean-Luc de Seine, en 1971 sur la rhéologie de la craie pour le projet de steppe de Venteuil. En 1948, il sort donc de l'école des mines de Saint-Étienne. Il intègre comme ingénieur immédiatement le tout nouveau service géologie d'EDF qui venait de créer Jean Grenier-le-Comte, ingénieur centralien. Et Pierre Dufaux se consacra essentiellement, à l'époque, au problème d'étanchéité des retenues, avec l'étude des lits épigéniques, notamment du Drac et de la Loire, dont parlera Guillaume Devez dans le cadre de cette journée. Et il se consacra aussi aux difficultés de réalisation des galeries hydroélectriques, où à l'époque, dans les années 50-60, plus d'une centaine de kilomètres étaient creusés. Petite anecdote, en rentrée à EDF en 1972, j'entendais parler de Vieux-Pucier,
notion que j'intégrais, disons, rapidement dans le cadre des études de différents sites, et notamment des différents lits de la Durance pour le projet au droit d'Embrun. Sur la gauche, ici, une vue du cours épigénique du Drac, pour lequel Pierre Dufaux a apporté une contribution très importante. Et à droite, vous avez une vue du barrage de Monténard en cours de construction. Au niveau des galeries, à l'époque, les difficultés étaient aussi très importantes. Vous avez une vue ici, ce qu'on appelait la fenêtre 16 sur la galerie Klein-Malgover. À gauche, vous avez la galerie qui avait été complètement écrasée et soutenue alors ensuite par des bois. Et la galerie fut déviée et ensuite mise en place d'un soutènement lourd. Ça, c'était dans les années 1950. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de géologie appliquée au barrage tel qu'on l'entend à ce jour. Et ce service donc, fut l'embryon de l'actuel service géologie géotechnique d'EDF. Il est apparu nécessaire à ce moment-là d'avoir un langage traduisible pour l'ingénieur, reliant le langage qualitatif et descriptif des géologues et le langage quantitatif et cartésien de l'ingénieur de génie civil. La pétrographie, la stratigraphie, la tectonique constituaient les bases de la géologie classique, auxquelles fut ajoutée, disons progressivement, la géologie appliquée au génie civil, comprenant la mécanique des sols, la mécanique des roches et l'hydrogéologie. Ces domaines étaient voisins et complémentaires. Pour passer, disons, du milieu naturel au génie civil, il était nécessaire d'avoir un géologue, mais de plus, ce géologue devait comprendre l'ouvrage et la façon dont il sollicite le terrain. D'où la nécessité d'une formation d'ingénieur, d'où la naissance de la géologie appliquée et, disons, la formation d'ingénieur géologue. En 1956, Pierre Dufaux est nommé chef d'aménagement du barrage du Lanoux, l'aménagement hospitalier Lanoux, dans les Pyrénées, qui comprend un barrage voûte de 45 mètres de hauteur, qui crée une retenue de capacité de 70 millions de mètres cubes, et des galeries, au total, plus de 23 km de galeries, avec des galeries en charge, et on peut voir que ces galeries étaient de petites sections. Pierre Dufaux a été à ce moment-là confronté, en tant que chef d'aménagement, à des très fortes convergences qui sont apparues rapidement dans certaines de ces galeries, dans les schistes siluriens, avec des couvertures relativement faibles, de l'ordre de 300 mètres. Il a analysé le comportement bien connu des mineurs à l'origine et ce fut donc à l'origine de la prédilection de Pierre Dufaux pour la mécanique des roches et lui inspira le principe de l'offre et la demande, disons notion très, très classique actuellement, les courbes convergence-confinement se croisant. À la même époque, il a été aussi, il a contribué à optimiser le tracé des galeries de façon à franchir le plus perpendiculairement possible des accidents pour limiter la longueur des accidents à traverser et éviter également de recouper la schistosité sous un angle trop aigu. Il était encore sur l'aménagement du Lanoux lorsqu'est intervenu le 2 décembre 1959 la rupture du barrage de Malpasset. Vous avez vu ici une vue, le barrage à fin de construction, le barrage après sa rupture. Bien que cet ouvrage n'était pas celui d'EDF, n'appartenait pas à EDF, Pierre Dufaux fut chargé au sein d'EDF de suivre les expertises techniques pour comprendre les raisons de cette catastrophe. Et c'est à cette époque qu'une collaboration intense s'établit avec les deux autres Pierre Habib du laboratoire de mécanique des solides de l'École polytechnique et Pierre Londe du bureau Cohen et Bellier. Ce dernier va publier en 1945 une approche à 3 dimensions de la stabilité d'un bloc rocheux découpé par des joints ou discontinuités. Donc c'est ce qu'on appelle le coin de l'onde. Une des conséquences de Malpasset était l'exécution sur le site d'une série d'essais, notamment d'essais à la plaque pour mesurer les valeurs de modules de déformation, essais réalisés par une équipe d'EDF sous la direction de Joseph Talob, qui avait publié en 1957 le premier ouvrage de mécanique des roches appliquées. Des essais identiques avaient été réalisés aussi au cours des années 60 sur plusieurs chantiers d'EDF qui avaient la responsabilité, disons, de très nombreux ouvrages, et notamment des barrages routiers. Ici, vous avez à gauche
vous avez donc le barrage de Malpasset, où les valeurs de module en rive gauche étaient de l'ordre de 10 000 bars, alors que tous les autres sites étaient beaucoup plus élevés, à l'exception du site de la Papineau en Polynésie, site qui n'a pas été construit. Parallèlement, il a donc, sur d'autres barrages, développé des essais de mécanique sur les fondations des barrages de Hougland, Calacouche notamment, avec des essais de déformation, des essais de cisaillement. Ici, vous avez à gauche l'ancêtre, enfin le dilatomètre, le prototype 0, ce qu'on appelait à l'époque le Médératec, et à gauche, vous avez une vue d'un essai à la plaque de charge. C'est ainsi que Pierre Dufaux a contribué à participer à l'émergence de nouveaux concepts en apportant davantage d'attention aux surfaces des discontinuités des massifs rocheux, en analysant les avantages et inconvénients des différents concepts. Ici, c'est une vue schématisée de la rive gauche du barrage de Malpasset, et confirmant que la préscience qu'avait eue André Cohen dans son cours à l'école des ponts et chaussées, expliquant que le barrage comprenait deux parties, le barrage construit, artificiel, on sait à peu près, disons, comment il est construit, et le barrage naturel sur lequel est fondé le barrage artificiel, et c'est dans cette fondation que résident les plus grands risques. C'est ainsi qu'à l'époque, les voiles de drainage qui justifient la stabilité du barrage a pris davantage d'importance par rapport aux voiles d'étanchéité classiques, de façon à destiner à limiter les fuites. Ce voile d'étanchéité, pour limiter les fuites du réservoir, le concept de sous-pression et de voile de drainage à l'époque n'était pas, disons, appliqué au barrage voûte à cette époque. Depuis, les choses ont bien évolué. En 63-67, Pierre Dufaux est chef de la division géotechnique à EDF, au service géologie. Il a dirigé un certain nombre de thèses dont j'ai parlé tout à l'heure. Celle de Jean-Luc Deseine sur la craie, la rhéologie de la craie, en fait, n'a pas eu d'application pour les barrages, puisque la station de transfert d'énergie par pompage n'a pas été réalisée, mais a eu des implications pour la construction des barrages, des centrales nucléaires, d'EDF notamment, sur la Manche, et le creusement des galeries dans la craie, les galeries de rejet en mer. C'est à cette époque où Pierre Dufaux a participé à de nombreux jurys de thèse. Au sein du service géotechnique d'EDF, il avait une position, disons, assez privilégiée qui lui a permis d'analyser avec beaucoup de recul l'importante expérience des travaux souterrains d'EDF, puisque plus de 1000 km de galeries avaient été creusés dans des conditions géologiques très variées, allant liées au massif, soit des Alpes, le massif central, ou même jusqu'au Liban. Donc des cadres géologiques très variés, et il a essayé d'en constituer... Pardon, excusez-moi, j'allais trop vite. Il s'intéressa à ce moment-là beaucoup aux méthodes d'excavation qui avaient évolué, que ce soit les excavations à l'explosif, avec le prédécoupage, ou des machines à attaque ponctuelle, ou alors l'utilisation des premières excavatrices à pleine section. On doit à Pierre Dufaux, ou en tout cas on lui attribue le terme tunnelier, qui serait donc la traduction du terme anglais Tunneling Boring Machine, TBM. Ce travail, disons, d'évolution des méthodes d'exécution s'est fait en partenariat avec les services d'EDF à Chambéry, notamment sous la direction de Gilbert Marin, de la région d'équipement. Vous avez ici à gauche le premier tunnelier, roche dure, qui a été mis en service sur une galerie des adductions amont du Mont-Cenis, une vue du tunnelier Wirth, qui a ensuite creusé la galerie des Chaillons en Maurienne, et là vous avez une vue du passage de la galerie creusée au tunnelier, à l'explosif, à la galerie creusée au tunnelier. Donc Pierre Dufaux avait saisi immédiatement l'intérêt technique, économique et humain d'introduction des tunneliers, donc meilleur coefficient de rugosité, non-éboulement et limitation d'endommagement du rocher périphérique, amélioration des conditions de travail. Et donc il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait donc
les conditions de creusement étaient assez difficiles, puisqu'il y avait pratiquement un accident mortel au kilomètre creusé. Pierre Dufaux milite également pour la mise en œuvre, disons, l'utilisation de béton projeté et du boulonnage, donc la nouvelle méthode autrichienne qui a été introduite par Claude Louis dans les années 70. Il participe, en dehors des problèmes des aménagements hydroélectriques, aux études d'injection des câbles de précontrainte pour les centrales nucléaires, l'exécution de parois moulées ou la construction de la centrale nucléaire de Showa avec la partie nucléaire qui est installée en souterrain. C'est donc cette expérience qui conduira Pierre Dufaux à promouvoir inlassablement la réalisation en souterrain de centrales nucléaires, fasciné qu'il était par les cavités hydroélectriques, des grandes cavités d'EDF. Ici, vous avez à gauche une représentation de la salle de la Verna dans le gouffre Saint-Martin avec des dimensions exceptionnelles pour la France, puisque la longueur fait 260 mètres, la largeur 230 mètres et la hauteur de 180 mètres. Comparé à, disons, aux usines hydroélectriques ici à même échelle, vous avez l'usine de Montézic qui est l'une des plus larges usines souterraines au niveau d'EDF. Vous avez une vue aussi d'une voûte de l'Échaillon, l'usine de l'Échaillon. C'est aussi par ses compétences qu'il avait pu acquérir au cours de sa carrière à EDF qu'il a été nommé à la commission d'enquête sur la catastrophe du tunnel de Vierzy, donc au passage de la Toreille, avec, disons, plus de 108 morts. Il assure également des cours à l'École des mines de Nancy, mais aussi dans d'autres pays, à Londres, à Rome. Il effectue de nombreux voyages à l'étranger qui lui permettent de confronter son expérience et ensuite de les faire partager. Il est détaché au BRGM en 1977, où il assure la direction du service géotechnique qui devient à ce moment-là le génie géologique, afin de bien montrer que c'est toujours la géologie qui commande et que c'est à l'ingénieur de s'adapter. En 1982, Pierre Dufaux demande sa retraite, et là, c'est donc le prolongement d'une seconde carrière hors les murs d'EDF et du BRGM, carrière comme enseignant, expert et passeur de savoir, notamment avec des participations dans les sociétés savantes en direction notamment des jeunes générations. Je rappellerai simplement rapidement le Comité français des barrages et réservoirs, dont il fut le représentant, le Comité français de mécanique des roches, dont on a déjà parlé, et donc il a été l'un des premiers membres fondateurs, et il en a été le président dans les années 80. L'Association française de travaux en souterrain, qui a été créée en 1972, et dans lequel il a été chargé de l'animation du groupe de travail sur le prédécoupage notamment, et puis sur l'aménagement du sous-sol. C'est dans ce cadre qu'il participa à la création de l'association Espace Souterrain qui a été créée par le préfet Maurice Doublet, association qui a ensuite été intégrée au sein de l'AFTES, l'AFTES étant devenu, s'appelant à ce moment-là Association française de travaux et d'espaces souterrains. Donc, à ce moment-là, au sein de l'AFTES a été créé le comité, disons, de souterrain animé par Monique Labbé. Il était aussi membre du comité français de géologie et d'ingénieurs, Société géographique. Il a contribué aussi aux travaux, notamment d'autres associations comme la SFEN, la Société française de l'énergie nucléaire, promouvant inlassablement son souci de voir réaliser des centrales nucléaires en souterrain. Pierre Dufaux a été coordinateur du manuel de mécanique des roches. Donc ici, vous avez les 4 volumes. Je ne veux pas m'étendre sur ces aspects-là. Je demande simplement... Charles Pirot en a fait une excellente synthèse dans le cadre de la revue de l'AFTES en décembre 2020 sur sa contribution à ce manuel. L'objectif étant de fournir aux étudiants ingénieurs une base pour unifier le vocabulaire
disons, traduire une certaine originalité française dans une discipline qui s'était mondialisée avec une approche marquée pour le souci en vue de dépasser simplement l'empirisme en restant ancré dans la physique et la géologie. En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cet hommage. Pierre Dufau est un ingénieur géotechnicien pluridisciplinaire suffisamment complet et compétent pour comprendre toutes les interactions entre les ouvrages, la géologie et les phénomènes physiques des terrains. Il a ainsi contribué à développer une géologie appliquée au génie civil durant une carrière de plus de 60 ans, commencée avec l'épopée hydroélectrique d'EDF. Sa passion pour l'hydraulique ne s'est jamais démentie et je pense que d'autres orateurs en parleront. En dépit de ses épreuves personnelles, il a su garder son aimabilité, sa vivacité, sa curiosité. Pierre Dufau a été d'un optimisme raisonnable, laissant à tous le souvenir d'une personnalité avide de connaître les personnes et le monde, et si possible de les comprendre. Je vous remercie.